Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à faire un tour plutôt dans l'Est de la France en compagnie de Bernard Streit. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous avez notamment publié un livre qui s'appelle « L'ambition de la fraternité, ma vie, mes combats ». Et en dessous, il y a comme un bandeau qui indique qu'un entrepreneur et son village agissent pour le handicap. Un livre paru aux éditions des Clés de Brouwer. Vous allez nous raconter tout ça et nous raconter surtout que tout ça, c'est pas fait juste avec vos petits bras, mais parce qu'il y avait le bon Dieu derrière. Juste avant, comme tout le monde, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors merci pour toute cette présentation. Et je vous propose de lire un petit bout du prologue qui ouvre ce livre. Soyez rassurés, la France souffre, évidemment, mais elle dispose de millions de femmes et d'hommes aux valeurs humaines exceptionnelles qui vont lui éviter le naufrage. Nous bâtissons ici à Anteuil une cathédrale d'humanité, mais pas l'Arche de Noé. Vous êtes très nombreux à vous associer à cette fabuleuse aventure. À l'heure où j'écris, plus de 1000 personnes sont adhérentes et donateurs. Bravo à vous et merci beaucoup. Votre soutien dépasse les problématiques du handicap et de la ruralité. Vous contribuez par votre engagement à conforter notre démocratie et les valeurs de liberté, égalité et fraternité qui doivent la pérenniser. Voilà. Merci. Alors pourquoi vous avez choisi ce passage-là dans tout le livre ? Parce que ce livre est quand même un livre d'espoir. Tout au long de cette histoire, de ce qui s'est construit, on verra que le pire n'est jamais sûr et que tout peut arriver. Il faut savoir écouter les messages qui nous viennent de toutes parts. Et surtout ceux qui nous guident. Parce que aussi, si vous voulez, quand les morts ne nous guident plus, il faut que chacun se rappelle qu'on est perdu. Vous pouvez expliquer ? Oui, alors je vais l'expliquer parce que c'est l'histoire, c'est mon histoire. Et parce que ceux qui sont dans ce livre sont presque tous morts. Oui. Donc mon grand-père, lui, vient de Suisse, alémanique. Il n'a pas cette intention de quitter son pays. Il est orphelin. Il était placé dans une ferme et ses patrons ont décidé d'acheter une ferme en France. La Suisse est un pays, dans le début du XXe siècle, qui n'est pas très bon. Non. Et donc, ils achètent une ferme à l'Île-sur-le-Doubs, pas très loin de où on habite aujourd'hui. Mais cette ferme, ils l'achètent en 1913 et il a un fermage qui court jusqu'en 1915. Et en 1915, quand la ferme est disponible, à ce moment-là, les patrons de mon grand-père ont peur de cette guerre qui est en France. Oui. Mais maintenant, ils ont la ferme sur les bras, ils l'ont achetée, ils l'ont payée. Alors, leur solution, c'est d'envoyer leur commis, leur ouvrier, qui est mon grand-père, et qui ne parle pas un mot de français, et lui dire, écoute, il faudrait que tu ailles tenir cette ferme le temps que la guerre finisse. Elle va d'ailleurs être courte et joyeuse, comme disaient les Français. Oui. Mais malheureusement, elle s'éternise. Et à un moment donné, les propriétaires ne veulent plus venir en France. Et donc, ils vont la vendre à tempérament à mon grand-père. D'accord. Et je pense que mon grand-père n'aurait jamais été propriétaire d'une ferme de 50 hectares sur France s'il n'y avait pas eu ce pépin qui tombe sur le coin du nez. Et c'est pour ça que ce message fort de cette histoire, c'est que tout au long de cette vie de ma famille, on va voir qu'ils ont réussi, ceux qui sont passés avant moi, à transformer les pépins en pépites. Et donc, mon grand-père, dans cette ferme, va avoir 6 enfants, dont une fille qui aura la poliomyélite à l'âge de 7 ans. Quand elle est en âge de travailler, donc dans les années 50, mon père va créer une petite entreprise pour lui donner du travail. Donc, il va acheter une petite machine à souder haute fréquence, m'attendre dans une pièce qui fait 10 mètres carrés, va pouvoir mettre des belles photos sous plastique, des cartes d'identité, des permis de conduire, etc. Puis plus tard, mon père achètera un gros sous-de-sac, elle fera des sacs avec de la gaine achetée en rouleau pour des maraîchers, principalement dans le coin, et des marchands sur les marchés de Montbéliard, Belfort, Besançon. Et moi, je fais un parcours scolaire assez catastrophique parce que je suis frappé d'une tuberculose à l'âge de 11 ans. Et pendant 2 ans, je serai privé d'aller à l'école, ce qui est un cadeau magnifique pour moi. Parce que là, c'est les 2 plus belles années de ma vie. Parce qu'on me dit qu'il ne faut pas aller à l'école. Je pense qu'on avait peur de la transmission de la maladie.
Et donc, c'est les plus belles années de ma vie. Malheureusement, au bout de 2 ans, on siffle la fin de la récréation, on m'annonce que j'étais guéri. Et donc, il faut retourner à l'école. L'instituteur du village réussit à me faire passer le certificat d'études. Oui. Puis après, je fais un CAP de mécanique générale. Puis je raccroche une seconde, première terminale, dans un lycée très connu dans notre région, qui est l'école d'horlogerie à Besançon. Et après, le service militaire. Et le service militaire accompli, mes parents souhaitent que je revienne dans cette entreprise familiale, artisanale, dans la maison d'habitation. D'une part, parce qu'il faut assurer la continuité et la pérennité pour ma tante, Oui. qui était ma marraine aussi, Jeannette, et mon frère aîné, qui a 1 an de plus que moi, qui lui, suite à un accouchement compliqué de ma maman, n'a jamais pu apprendre à lire et à écrire. Oui. Donc voilà des pépins qui nous arrivent et qui vont pouvoir se transformer, que je vais expliquer, en pépites. En fait. D'accord. Alors, dans le jour Pépin, oui, il y a aussi un peu de caractère en face, parce que je repense à votre grand-père qui se retrouve coincé par des nazis parce qu'il avait caché des gens dans la ferme. Oui. Là, il est avec ses enfants alignés le long du mur pour être fusillés. Il y a votre donc, tante qui est là avec sa poliomyélite pour qui on va chercher une chaise. Et à ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi, il y a votre père qui va droit sur le chef SS, votre grand-père, pardon, qui va droit sur le chef SS en lui disant que c'est un salaud et que, en gros, Hitler aurait honte de lui. Voilà, exactement. Et Dans sur un allemand parfait. Ben voilà. Et sur ces mots-là, le gars... Il est complètement retourné, il ne sait plus trop ce qu'il faut faire, et donc il va suspendre de fusiller ces gens, et ces Indiens qui étaient évadés d'un train. Après, il y aura des déroulés catastrophiques, puisqu'ils tueront ces Indiens, ces soldats indiens de l'armée anglaise sur le ballast de la gare à l'Île-sur-le-Doubs. Mais voilà, c'était effectivement cette réaction qu'on m'a racontée, puisque je n'étais pas né, m'a montré qu'en fait, il fallait savoir intervenir au bon moment. Oui. Puis il y a du tempérament aussi. Tempérament, il a du tempérament. Et donc, je pense que mon père, mes oncles ont hérité aussi de ce tempérament-là. Moi, je suis revenu dans cette entreprise familiale, donc un peu par nécessité. J'étais un garçon pas très chétif, timide, introverti. J'ai dit ça parce que quand les parents se morfondent parce que les enfants ne travaillent pas à l'école, je vais vous témoigner un petit peu mon parcours simplement. Mais donc j'ai eu du mal les premières années, puis après j'ai pris confiance en moi et j'ai pu développer le groupe pour en faire un groupe international. Après vous vous êtes donné aussi. Ah, j'ai donné toute ma... Vous êtes donné à tel point que vous avez fini par être entrepreneur de l'année dans les années 90 Oui, 96 même. 96. Et si vous voulez, ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui et ce qui m'a amené aussi à écrire, c'est que même si cet aspect spirituel se voit peu dans mon livre, c'est qu'en fait j'ai toujours eu le sentiment d'être guidé. Et les collaborateurs, dans un autre livre que j'ai écrit qui était de paysans à leader mondial, certains ont dit... à des journalistes qui interviewaient, Bernard, s'il y avait 10 portes à ouvrir, il en ouvrait la bonne. Et j'ai dit oui, c'est vrai, mais parce que je n'ai pas de mérite, parce que j'étais guidé. Alors ça, c'était le premier réveil à la spiritualité pour moi. Comment ça se fait qu'à un moment donné, j'ai des idées qui perforent d'un seul coup directement dans mon cerveau. Alors dans la famille, il y a un héritage plutôt protestant ? Alors, du côté de mon père, on est protestant, et du côté de ma maman, on est catholique. D'accord. Donc ils se sont mariés en 50. Et dans le Doubs, ça donne quoi quand on est moitié protestant, moitié catholique ? Alors aujourd'hui, il n'y a plus de problème, tout le monde vit en bonne entente, en bonne intelligence. Mais quand mes parents se sont mariés en 1950, mon père, qui était protestant, a dû négocier un peu avec le brave père curé du village pour ne pas être marié seulement sous le clocher, mais rentrer dans l'église. Et ce brave père curé a accepté que mes parents se marient dans la nef de Saint-Joseph. Ma mère en avait gardé... pas beaucoup plu à votre mère. Non, elle avait gardé une certaine amertume, mais la preuve qu'elle savait pardonner, c'est qu'après nous allions, nous, gamins, aussi bien au culte protestant qu'à l'église catholique, sans être des grands pratiquants. Et pour son enterrement, ma mère a souhaité que le pasteur et le père curé soient là, et c'était un grand moment. Et dans la nef ? Et dans la nef centrale. Donc elle est partie dans la nef centrale, mais elle n'a pas eu le droit de se marier dans la nef centrale. Mais c'est des histoires, et c'était une belle leçon d'intelligence que ma mère nous a donnée. Et alors cette relation avec Dieu, avec le Créateur, vous ne l'avez pas trop nourrie quand vous étiez enfant ?
Alors, j'ai eu des évolutions Oui. dans mes croyances, parce que j'ai fait le catéchisme, et puis après, j'ai eu, comme beaucoup d'adolescents aujourd'hui, des grandes périodes de doute. Oui. Et puis, si vous voulez, ma religion, ma recherche spirituelle est venue du fait qu'il m'arrivait d'avoir des messages impressionnants, qui n'étaient pas de l'intuition, puisque j'étais pas qui étaient complètement différents, parce qu'il n'y avait aucun élément qui pourrait permettre d'avoir une intuition. Mais à un moment donné, ça vous arrive, et vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez même pas d'où ça vient. Et ça m'a permis de creuser et de comprendre à un moment donné qu'il y avait quelque chose de bien plus grand que moi, qui me dépassait. Et pourquoi il guidait moi, ça j'en sais rien, mais ça a éveillé ma démarche de spiritualité et de rapprochement avec la religion chrétienne. Et le sentiment de gratitude que ça pouvait faire naître chez vous, comment vous le viviez? Ben, c'était dans un premier temps troublant, Oui. parce que c'est pas évident. Oui. Et donc j'ai souvenir d'une petite histoire avec quand le groupe était déjà devenu international. Un jour, en arrivant, en garant ma voiture sur le parking au siège, d'un seul coup, on avait des difficultés avec un gros client, me vient spontanément l'idée qu'il fallait l'appeler à ce moment-là pour lui dire ça et ça. Donc, je vais voir notre directeur général, et puis je lui dis, écoute, il faudrait appeler monsieur un tel et lui dire ça et ça. Ben, il me dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Ben, j'ai dit, j'en sais rien, parce qu'il y a 3 minutes, j'étais encore dans ma voiture, je n'avais pas pensé une minute à ça. Et maintenant, j'y pense à ça et je ne peux plus. C'est plus fort que moi. Alors, à bout d'arguments, il me dit bon, bah, je vais l'appeler pour finir, puisque tu veux. Bon, alors il appelle et effectivement, tout se solve. Et après, il vient me voir et me dit écoute, bon, je comprends, cette affaire est ton entreprise, tu n'es pas obligé de me raconter tous les détails, mais je suis quand même un peu froissé que tu ne me fasses pas confiance pour me dire pourquoi. J'ai dit, mais parce qu'il était très cartésien. J'ai dit, mais je n'en sais rien. Oui. Et pour lui, qui était un garçon qui avait fait des grandes études, qui était son cerveau est un ordinateur, il n'était pas capable de comprendre ça. C'était impossible pour lui. Et moi, je ne pouvais pas lui expliquer pourquoi. Mais vous voyez, et tout au long de ma vie, ça a été ce cheminement-là. Et à partir de quand vous avez reconnu que ce plus grand que vous était Dieu, tout simplement? Alors, je n'arrive pas à mettre le moment exact de tout ça, mais c'est venu progressivement en comprenant qu'il y avait des choses qui se passaient qui dépassaient ma compréhension. Et après, en repensant, en écoutant les messages du Christ, se rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses, de messages du Christ qui étaient très évidents. Je vais vous citer un exemple. En 2000, je suis invité par une organisation des patrons chrétiens. Oui. Et donc le groupe a déjà pris de l'ampleur. Et puis c'est 2000, c'est à Strasbourg. Et ils font venir un jésuite qui à l'ONU et qui dit, voilà, si vous menez la mondialisation des affaires, c'est en 2000, comme le Christ a réussi à faire la multiplication des pains sur le bord du Jourdain, alors la mondialisation sera une chance pour l'humanité. Alors, et il explique, ce jésuite, qu'effectivement, sur les bords du Jourdain, il y avait le Christ, il y avait son équipe de managers à côté de lui, qui étaient les apôtres, et d'un seul coup, ils lui ont dit, écoutez, la logistique n'a pas suivi. Et donc, ce monsieur dit, ben voilà, le Christ va faire un miracle extraordinaire. Il se dit, si je fais partager ceux qui ont 3 fois trop avec ceux qui ont rien amené, il y aura à manger pour tout le monde. Et par exemple, ce message-là a été pour moi un virage considérable, parce que on m'avait appris au catéchisme qu'il y avait eu une multiplication de 3 petits poissons et du pain. Et ça, j'avais du mal à l'intégrer. Par contre, de savoir que et je le perçois encore d'autant mieux aujourd'hui, où je fais appel au partage des uns et des autres pour construire cette cathédrale de fraternité, que le Christ avait ce pouvoir de faire s'asseoir ces 6000 personnes qui le suivaient et de partager. Alors, et ça, c'était un virage pour moi, parce que je n'étais pas présent ce jour-là à Strasbourg, mais on m'a donné le texte de ce jésuite, Pécou s'appelait, et j'ai cherché à le rencontrer. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que tous les messages que j'avais reçus
il y avait une coïncidence avec tout ça. C'est paraît surprenant, hein, donc je ne serais pas allé raconter ça aux banquiers, qu'effectivement je voulais investir aux États-Unis, parce qu'il y avait une voix qui me disait d'aller investir aux États-Unis. Oui, non, ils ne comprennent pas toujours. Non, ils m'auraient dit, écoutez, on va prévenir votre famille. Et on a un bon médecin qu'on connaît qui n'est pas très loin de l'autre côté. Finalement, la mondialisation, ça n'a pas été une réussite, ça a été une chimère. Alors, de votre point de vue. Alors, si vous voulez, c'était une question de survie de s'engager dans cette mondialisation. Oui. Donc, effectivement, on a commencé à prendre des positions sur différents pays d'Europe, Espagne, Portugal, puis après, on est parti aussi en Italie, Allemagne, etc., Irlande, après dans l'Afrique du Nord. Et puis après, rapidement, il a fallu être... C'était la règle du jeu de cette époque-là, c'était effectivement d'acheter localement, de produire localement, de vendre localement et de réfléchir et de construire les produits globalement. C'était l'entreprise Delfingen, c'est ça? Entreprise Delfingen. Et donc ça... Coté en bourse, si je ne me trompe pas? Coté en bourse en 96 aussi. Et donc, si vous voulez, on a pu faire du centre où on a commencé nos ateliers, un centre de service où aujourd'hui on retrouve 250 personnes qui font de la prestation de service pour tous les sites qui sont à travers le monde. Par contre, moi j'étais persuadé et encouragé, après ce discours en 2000, que c'était une chance pour l'humanité, qu'on allait brasser les populations, les cultures, les cultes. Non, ceux qui étaient déjà un peu gros sont devenus plus gros et ceux qui étaient plus maigres sont devenus encore plus maigres. Ouais. Et donc ça, dans cette vie à vitesse excessive, je n'avais pas perçu tout ça. Oui. Et quand ma deuxième vie va commencer, après, on en parlera tout à l'heure de cette association, je me rends compte que tout a disparu dans nos campagnes. Il y a des grandes mégalopoles qui tirent profit de cette mondialisation. Donc ça a été profitable pour un certain nombre, et puis pour un nombre important, ça a été la catastrophe. Donc c'est aussi la fracture qu'on trouve aujourd'hui. En France, elle n'est pas rien qu'entre les villes et les campagnes. Et c'est vraiment entre ceux qui sont engagés dans cette phase de mondialisation et ceux qui ne le sont pas. Alors, justement, parlons un petit peu de cette association qui a vu le jour. Donc, elle porte le nom de votre frère. Oui. Vous avez mis l'héritage de votre frère quand il est mort d'une maladie, d'un cancer, si je ne me trompe pas, de l'œsophage. Et puis, vous-même, vous avez mis des billes dedans avec votre retraite et celle de votre femme, pour récupérer un ancien bâtiment de l'entreprise sur place et là développer, on ne va pas dire un paradis, mais un beau lieu de vie pour les personnes avec un handicap. Oui. Alors peut-être, si vous permettez, en préambule, il faut savoir que tous les parents qui ont un enfant handicapé se posent la question de dire que va-t-il devenir après notre décès. Oui. Et moi, j'ai entendu ça alors que j'étais encore en culotte courte. Et j'ai fait la promesse à mes parents de m'occuper de mon frère. J'avais 10 ans. Et après, je n'avais pas du tout l'idée du parcours que j'allais faire. Et puis, donc, quand nos parents nous ont partagé en 1984, j'ai eu l'entreprise artisanale, et puis lui a eu la maison d'habitation au milieu de ce petit village. Oui. Et rapidement, je me suis dit, mais si je viens à décéder avant lui, quid? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Alors je lui ai acheté sa maison en viager. Donc pendant 30 ans, il a touché le viager, il s'est constitué une cagnotte, et pendant 3 ans, il va lutter contre son cancer, je l'accompagnerai dans tous ses déplacements. Et puis quand on voit que son combat est terminé et perdu, avec mon épouse, on dit, on ne va pas hériter de cette somme. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Alors j'étais dans mes petits souliers, je suis allé le voir pour lui demander, Philippe, qu'est-ce que tu veux faire de tes sous? Il ne savait pas combien il avait, bien sûr, il ne sait pas compter. Mais là, instantanément, il me dit, je voudrais que tu fasses quelque chose pour les gens comme moi. Et ça, c'est la bascule de ma vie, quoi. Et une chance extraordinaire, parce que mon frère m'ouvre une autre voie, qui me passionne aussi, pour aller vers d'autres... Après une vie à 200 à l'heure, eh bien, ça redevient une autre vie à 200 à l'heure, mais pour une autre cause. Pour une autre cause. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques chiffres à quoi ça ressemble aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à peu près 5 ans et demi après son lancement, cette association emploie par le biais des entreprises adaptées qu'elle a créées et dont elle est propriétaire. Donc on a fait, avec une association pour être propriétaire de rien, être au même titre que les 1000 adhérents que l'on a, on a créé 120 emplois. Oui. L'objectif est de monter à 230, 240 emplois. Il doit vous aimer, le maire.
Il commence, oui. Mais malheureusement, il s'en va. Mince. Ah bah, c'est trop d'amour. C'est trop d'amour. Et donc, si vous voulez, on a aujourd'hui, en chiffres, on a investi à peu près 16 millions d'euros pour construire cet écosystème. Donc, à quoi consiste cet écosystème? C'est qu'on a construit dans ces hangars des locaux, des bureaux, Oui. pour se lancer dans une partie de service téléphonie, Oui. prestation de services, en front office, back office, ADV, SAV. Là, on a 90 personnes, et puis un travail manuel de haut niveau pour faire de la maroquinerie de luxe. Ça rend heureux d'aider les gens comme ça? Ah oui. Vous n'avez pas l'impression de vous priver Ah non, non, non. de non, votre non. temps Ah non, non, non. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un frère handicapé parce que je serais bien à plaindre à être sur une plage en train de me faire bronzer, à regarder les mêmes films, à faire des voyages à l'autre bout du monde pour dire « Oh, c'était merveilleux ». Je ne pourrais pas faire ça. C'est une chance que mon frère m'a donnée d'être de nouveau actif, finir ma vie actif, debout, en donnant le plus aux autres, que d'être dans une vie de retraité sur une plage en train d'admirer ou d'avoir une villa sur la côte. Je n'imagine pas la souffrance que j'aurais si j'avais eu une vie comme ça. Et donc après, on a aussi eu l'obligation de trouver une solution pour les enfants, parce qu'il y a des personnes qui souhaitaient travailler et qui avaient des enfants. Donc on a ouvert une crèche, qui est ouverte aussi sur l'extérieur. Et puis le gros élément, c'était la partie médicale. Parce que toutes ces personnes qui ont cet handicap pour le moment physique, elles souffrent toujours. Donc, un grand professeur de Reims m'avait dit, si vous voulez y arriver, Bernard, il vous faudra trouver un médecin sur place pour rassurer tous ces gens-là. Et en fait, on n'a pas trouvé un médecin, on en a trouvé 3. On a trouvé 4 kinésithérapeutes, une sage-femme, une psychologue, et puis 2 professeurs de sport adapté. On a investi dans un centre médico-sportif qui est dans l'enceinte du bâtiment, dans le même bâtiment, qui est un grand bâtiment rectangulaire, qui dispose d'une piscine pour faire de la rééducation, d'un bassin à bulles, d'un lit flottant. Et donc, nos collègues peuvent se soigner pendant leur temps de travail. Oui. Et ces libéraux qui ont été accueillis là apportent une prestation médicale à tous les gens du secteur. Et pour votre information, l'année 2025 qui vient de se terminer, ils ont fait plus de 40 000 visites médicales. Ok. Voilà. Et puis au milieu de cet ensemble, de cet écosystème, on a une salle de spectacle qui a la possibilité de recevoir à peu près 600 personnes assises, 800 personnes debout, avec la scène, avec tout ce qui va bien. Et on a déjà commencé à faire arriver la culture dans ce milieu rural avec de beaux spectacles. Mais derrière ça se loge une idée qui est celle de dire Philippe avait un handicap mental. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu intégrer dans cette démarche de se construire par le travail, parce que le travail, ça guérit, le travail, ça reconstruit. On n'a pas pu intégrer ce type de handicap. Et en regardant autour de nous, on voit bien que c'est dans la partie cuisine, service à table, etc., qu'on peut le faire. Donc, on a cette salle de spectacle qui est là, le restaurant qui va se construire prochainement, les restaurants avec des personnes en situation de handicap qui vont aider quelques personnes dites normales pour piloter, et puis un service à table pour les repas de midi, mais aussi pour des soirées cabaret spectacles. Eh ben, quel programme! On voit que toute votre intelligence et tout votre cœur et votre esprit d'entrepreneur sont focalisés sur ce bébé à encore développer et qui doit grandir. Alors, c'est pour ça que je dis on fait une cathédrale, parce que une cathédrale, ça ne s'est pas fait en une génération, exactement. Ça s'est fait en plusieurs générations. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous? Saint Paul. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Comment il a géré sa contradiction avec Saint Pierre? À nouveau, entre 1 et 10. La 8. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Oui, je t'aime. Une dernière? Oui. Allez, la 3. Vous êtes sûr? Oui. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien? Je pense que j'ai jamais sollicité. Il est venu me soutenir tout seul.
Merci beaucoup Bernard. Merci C'est moi qui vous remercie beaucoup. d'être venu nous partager cette ambition de construire quelque chose de beau, une belle cathédrale d'amour en fait pour des gens qui peut-être sont trop souvent mis sur le côté ou on les cache, on ne veut pas les voir. Je rappelle le titre de votre livre, L'ambition de la fraternité, ma vie, mes combats, aux éditions Desclés de Brouwer. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lepay. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre appli radio et en podcast. Et à nouveau, un petit coucou à ceux qui nous écoutent dans le creux de l'oreille en podcast. Bonne soirée.